Depuis son déclenchement, la révolution du 14 janvier n'a jamais cessé de susciter l'intérêt des Tunisiens et de nourrir leur imagination. En Tunisie ou à l'étranger, ils essaient chacun à sa manière de reconstituer le puzzle d'un pays qui a longtemps ployé sous le joug de la dictature et du despotisme, un pays assoiffé de liberté et de démocratie. Expatrié pendant plus de 23 ans à l'étranger, M. Mohamed Aziz, actuellement directeur général de l'Observatoire méditerranéen de Rome, n'a pas hésité à contribuer à placer, à travers ponts et passerelles, quelques pièces du puzzle sur l'échiquier national. Nous l'avons rencontré à Rome et il a bien voulu répondre à nos questions. Monsieur Mohamed Aziz, vous êtes directeur général de l'Observatoire de la Méditerranée. Vous êtes tunisien, vous êtes une compétence tunisienne et installée en Italie. Mais au fait, qui est Mohamed Aziz et quel est rapidement son parcours professionnel? Bon, je suis d'abord et avant tout un écrivain qui a publié beaucoup de livres, aussi bien sur la culture, les divers aspects de la culture islamique, que sur aussi les cultures africaines, dont je suis un des rares spécialistes de l'Afrique du Nord, disons. J'ai été très lié au président, à l'ancien président Léopold Sédar Senghor. On a fait un livre ensemble. Donc je suis d'abord un écrivain, mais aussi quelqu'un qui a essayé de construire une carrière internationale, puisque j'ai commencé ma carrière internationale en Afrique précisément. J'étais le porte-parole de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, pendant 2 ans, de 73 à 75. Ensuite, je suis allé à l'UNESCO à Paris. J'ai fait toute ma carrière à l'UNESCO comme directeur de la culture arabe et des cultures méditerranéennes également. Et à la fin de mon travail à l'UNESCO, à ma retraite, je me suis retrouvé à Rome à l'invitation du ministre des Affaires étrangères italien actuel, qui a créé une fondation qui s'appelle la fondation L'Osservatorio del Mediterraneo, c'est-à-dire l'Observatoire de la Méditerranée, et dont il m'a confié la direction. Voilà un peu le parcours, si vous voulez. Ceci ne m'a pas empêché de faire quelque chose en Tunisie, puisque j'ai participé à l'aventure merveilleuse de la création de la télévision tunisienne avec Sidi Hassan Aklout, Sidi Hamadi Sidi, et donc avec toute l'équipe, la première équipe Khaled Tlatli, dont j'évoque la mémoire avec beaucoup de nostalgie et d'émotion. Et donc j'ai participé à cette magnifique aventure. J'ai dirigé la chaîne internationale de Radio Tunis. Donc je suis un peu à cheval entre l'écriture, la communication, l'information et, disons, l'action publique politique. Alors, quelle relation vous entretenez avec la Tunisie? C'est une relation qui ne s'est jamais départie, bien que j'ai quitté la Tunisie par un choix volontaire depuis plus de 20 ans, puisque bon, je n'ai jamais été un homme partisan politiquement. Je n'ai pas fait de la politique ma profession, mais j'avais un seul credo auquel je tenais beaucoup. J'étais contre le parti unique et surtout contre la conjonction du parti et de l'État. Et donc, je n'ai pas pu faire une carrière en Tunisie à cause de ces positions. Sous l'ancien président Bourguiba, les choses étaient vivables. Depuis le deuxième président, les choses sont devenues un peu moins vivables. Et j'ai décidé de m'exiler volontairement, mais cela ne veut absolument pas dire que j'ai rompu les ponts, comme votre émission s'intitule. J'ai toujours maintenu cette relation affective, profonde et continue. Alors vous avez rétabli justement ces ponts, comme beaucoup. Vous vous êtes réjoui de la révolution du 14 janvier. Est-ce que vous l'attendez, cette révolution ? Je crois que, pour être honnête, comme tous les observateurs, les analystes politiques, quelle que soit la prévision qu'on peut avoir, personne ne s'attendait à ça.
Par contre, bon, l'espérance est toujours dans le cœur. J'avais peur de mourir sans voir ça. Heureusement, le peuple tunisien a répondu comme toujours à l'appel de l'histoire. Et j'ai consacré un grand poème qui est traduit dans plusieurs langues maintenant à l'icône de cette révolution qui est Mohamed Bouazizi et qui a été lu, mis en musique un peu partout dans le monde. Alors vous êtes un démocrate qui est fervent de la notion de l'alternance. C'est important pour vous? Ah oui, aucune démocratie ne peut se prévaloir du statut démocratique s'il n'y a pas l'alternance, parce qu'on a connu ô combien de fausses élections, plus ou moins à manipuler et arranger. Ce n'est pas l'élection qui fait la démocratie, c'est précisément la possibilité d'une alternance et la sauvegarde des droits élémentaires de l'homme, quel que soit le régime. Et je pense que l'alternance, en tous les cas, est le critère de l'existence démocratique. Alors, Mohamed, les Tunisiens ont voté. Vous êtes un homme averti. Que représente pour vous cette échéance électorale? C'est un dur examen de passage, comme toutes les traditions démocratiques, des transitions démocratiques. Vous savez, dans tous les lieux de la Terre, à toutes les époques de l'histoire, la difficulté, c'est de passer de la conquête de la liberté à la construction de la démocratie. C'est un passage très difficile dont il ne faut pas minimiser les écueils. Je pense que, bien sûr, il y a, comme vous savez, toute révolution génère de l'impatience, une sorte de flou. On ne sait plus où finit la liberté et où commence l'anarchie. Une décompression générale, comme dans les lois de la physique, quand vous compressez trop. Après, il y a une décompression. Donc, par exemple, on a trop de partis, évidemment. Trop de richesse nuit parfois, et c'est le cas. Toutes ces écueils, il y a aussi, évidemment, ce qu'on appelle la restauration, c'est-à-dire un ordre ancien qui ne veut pas mourir et qui tente de revenir toujours. Donc, il y a toutes ces problématiques. Et il y a quelque chose de peut-être plus fin, qui est que la révolution est faite par un soulèvement, un sursaut collectif dans le consensus. Tout le monde est d'accord, il y a une dynamique qui se crée. Mais après, quand on passe aux élections, c'est-à-dire à la construction de la démocratie, il y a toutes les pesanteurs, toutes les complexités et même les conflictualités de la société normale, post- et pré-révolutionnaire, qui reviennent. Et donc, c'est ce passage délicat qu'il faut réussir, et j'espère que le peuple tunisien, après avoir donné une preuve de son attachement à la dignité et à la liberté, donnera une preuve de sa maturité. Que peut-on craindre demain pour la Tunisie? L'extrémisme. D'un côté ou de l'autre, l'extrémisme est toujours à craindre, et surtout une sorte de vision passéiste de l'avenir, parce que en fait, la Tunisie, après avoir conquis sa liberté, doit construire sa démocratie, mais aussi doit assurer son développement. Certains, et ils sont plusieurs, craignent justement un glissement de la Tunisie vers l'islamisme. Je crois qu'il faut arrêter avec ce théâtre de l'horreur qu'on fait et que certains journaux font de... Bon, l'islam est complexe comme toutes les choses dans le monde. La plus grande partie de l'islam, en tous les cas celui que je connais, celui dans lequel j'ai été élevé moi-même, avec Seyyed Melkaak, Allah yarhamou, Tahar Ben Achour, Fadel Ben Achour, tout cet islam-là est un islam quiétiste, est un islam de la tolérance, de l'ouverture. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne continue pas son patrimoine historique de plusieurs siècles dans cette voie du quiétisme, de la tolérance, de l'ouverture.
Et donc, je crois qu'il faut arrêter de brandir cet épouvantail d'un islam dans lequel je ne me reconnais pas personnellement. Et bon, l'islam est un élément fondateur de l'identité. Il n'y a pas à en faire, à mon avis, ce masque de terreur. Alors je m'adresse maintenant aux Tunisiens à l'étranger, dont vous êtes. Que peut-il apporter ce Tunisien qui vit à l'étranger à la Tunisie pour son développement économique, culturel? Et dans le monde moderne, vous savez, l'image est très importante, c'est-à-dire l'image d'un pays est très importante. Et je crois que, par exemple, sur le plan diplomatique, par exemple, nous avons beaucoup régressé. Quand on compare avec cette période d'après l'indépendance sur le plan international, l'image de la Tunisie a beaucoup régressé et nous avons un chemin énorme à parcourir pour remettre à flot, si j'ose dire, cette image et la faire rayonner comme elle a fait rayonner. Donc chacun dans son domaine, chacun dans son parterre, chacun avec ses moyens doit travailler en tant que membre d'une communauté tunisienne à diffuser cette image sans d'ailleurs faire du prosélytisme ou en disant tous ces fondamentaux du progrès que nous avons acquis doivent être préservés, bien sûr, et l'image de la Tunisie doit être diffusée à partir de ses bases et de ses fondements.